Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, si nombreuses. Pas de rire, s'il vous plaît. Donc, bienvenue au nom de Hervé Lemoine aux Rencontres des savoir-faire, pour en tout cas essayer de vous apporter dans vos cœurs et dans nos corps du soleil de Madrid, puisque les inspirations lointaines ce soir, c'est la Casa Velasquez et la résidence de métiers d'art, design en Espagne, soutenue par l'ONU nationale, et donc la Casa Velasquez. Donc deux résidentes, deux boursières pendant l'année 2023-2024 pour venir nous présenter leurs réalisations, leurs recherches, ce qu'elles ont trouvé au contact de la Casa Velasquez, et notamment autour de la laine, puisque c'est une bourse dédiée à ce matériau. Comme vous le savez, nous sommes dépositaires d'un savoir-faire de la laine depuis quelques siècles, et c'est pour ça que nous avons engagé cette relation, cette coopération avec la Casa Velasquez. Donc ce soir, deux intervenantes. Donc je présente la première, Sarah Viguer, qui est une personnalité qui s'intéresse à de très nombreux sujets. Je ne vais pas les citer, je pense qu'elle reviendra sur tous ces centres d'intérêt, mais elle a surtout une pratique de praticienne du textile et praticienne du design, qui a exposé dans de très nombreux lieux. Elle enseigne actuellement à l'ESDM, qui est l'École nationale supérieure de design de Marseille, dans le département textile et design de mode. Et elle a aussi fondé le projet Chufa Processo, je crois que je le dis mal, et elle est enseignante agrégée en art design et consultante en anthropologie du textile. Donc voilà, je vous laisse présenter votre travail et vos parcours, vos recherches à Madrid. Merci. Merci Marc Bayard pour cette invitation et pour l'organisation de ces journées autour de nos savoir-faire et de la rencontre entre plusieurs savoir-faire, parfois en transdisciplinarité. Donc oui, je suis Sarah Viguer Cebelilla, je suis artiste textile, designer matériaux textiles, franco-espagnol. Je travaille entre Marseille, dans un quartier qui s'appelle la Belle de Mai, et Valence, plus agricole, à Alboraya, dans la Huerta. Et rapidement, pour vous dire un peu d'où je viens, je me suis plutôt formée à Duperré au départ, aux Beaux-Arts de Paris ensuite, et puis à l'UAB, c'est l'Université autonome de Barcelone, en anthropologie du design. Je suis passée par, je fais rapide, hein, mais par la maison Martin Margiela, qui a été très formatrice aussi dans ma manière d'entreprendre mes recherches. Et puis ensuite, j'ai pu plutôt me tourner vers différentes collaborations artisans-designers. D'abord à Hanoï, au Vietnam, dans un centre, enfin dans un organisme, une sorte de laboratoire d'éco-conception, qui s'appelait SPIN. Et puis dans la foulée, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont un peu ouvert la porte de certains ateliers de tissage à Ouagadougou, au Burkina Faso, notamment à travers une résidence qui s'appelait la résidence Orpis Project. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvée aussi à collaborer avec d'autres artisans dans d'autres ateliers à Madagascar, à travers aussi certains projets portés par l'Agence française du développement. Et puis voilà, de retour en France, il y a eu des projets peut-être un peu plus industriels aussi, du côté des ateliers Jean Nouvel, en collaboration avec la manufacture Bollon. Alors beaucoup moins porté sur des techniques durables, parce que c'était plutôt industriel, et puis c'était du tissage de polymère. Mais j'ai beaucoup appris aussi à ce moment-là, et c'est effectivement à l'issue un petit peu de toutes ces expériences que j'ai eu envie de transmettre aussi, et de passer le concours de l'agrégation, et depuis lors d'enseigner aussi en parallèle de mes propres activités artistiques. Et c'est aussi à ce moment-là que je renoue avec le tissage. En fait, c'est en voulant me reconnecter à un atelier, à un savoir-faire en fait beaucoup plus pragmatique, de petite échelle. Alors pas petit par la taille, mais en tout cas retrouver une connexion avec la matière qui avait été moins présente pendant cette dernière expérience aux ateliers Jean Nouvel. Donc quand je renoue avec le tissage, je me reforme aussi en passant par l'ENSAMA Olivier de Serres, par Leïna Mac du côté d'Aubusson, et aussi du côté de Pennes d'Agenais avec une tisserande qui m'a énormément apporté, qui s'appelle Sylvie Boyer.
voilà, qui est toujours une mentor et que j'ai pu appeler à plusieurs reprises quand j'étais à la Casa Velázquez et que j'avais des petits problèmes techniques. Donc je suis la lauréate de la première bourse Laine et Création qui a été créée en collaboration entre le Mobilier National, la Casa Velázquez et la DAGP. Et dans le cadre de cette résidence, de cet appel à projet, j'ai proposé un travail sur un animal imaginaire qui s'appelle le gambusino. Donc le gambusino, c'est quoi? Déjà, c'est un animal qui sert en fait à occuper des enfants quand ils sont petits. Et notamment en extérieur, quand on va au champ et qu'on est dans des tâches rébarbatives telles que la récolte de l'orange à Valence. Et donc, dans mon cas, on était dans la huerta valencienne et on m'a fait croire à cet animal en m'apportant des preuves tangibles de l'existence du gambusino. Et dès le départ, en tout cas la première fois qu'on m'y fait croire, qu'on me fait jouer à ça, on me montre une mue de serpent. On me montre une touffe de poils qui était restée agrippée à une petite clôture. Rétrospectivement, je pense que c'était plutôt une touffe de poils de chien ou de laine peut-être, mais voilà, des traînées dans la boue qui émanaient de la restanque d'eau qui sert à arroser, enfin voilà. Et des cris en fait. Les adultes se mettent à pousser des cris parce qu'on est très nombreux, on est beaucoup d'enfants. Et donc ça génère comme ça une sensation qu'il y a réellement un animal qui rôde parmi nous, entre les arbres. Et en fait, on va nous armer ensuite pour aller à la chasse au gambusino. Donc toute la journée, ensuite, on va chasser ce gambusino et on se met à chasser cette image vivante, émouvante, parce qu'en fait, au gré des preuves que les adultes nous apportent, en fait, cette image, elle évolue. Et donc c'est un peu ce dispositif de jeu que j'essaye de retrouver dans d'abord le tissage, parce que j'essaye de chasser cette image vivante à travers le tissage, mais aussi à travers la combinatoire de matériaux que j'effectue dans ce projet. Et donc, je cherche l'animalité et l'organicité de cette créature à travers le croisement de deux matériaux, la laine, qui me sert plutôt de peau, de pilosité, de duvet, et le caoutchouc, un caoutchouc biosourcé que j'ai mis au point, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui me sert plutôt de ligament, de tendon, pour un peu arc-bouter et concevoir en fait le corps de cet animal. Je cherche aussi en fait à tendre cet animal et à lui donner une sorte de souffle et à ce que le tissage se comporte comme un organe en fait un peu. Et j'essaie de donner un volume par une technique que j'ai créée avec les lisières avec ce que j'obtiens en lisière de ce tissage. Et donc je monte mes volumes par autoportance en fait. Je me sers de l'adhérence du caoutchouc et de mes lisières autogrippantes pour monter mes volumes et pour créer des espèces de corps en 3 dimensions. Donc j'ai la sensation un petit peu de partir du fil, de partir de presque rien, avec des choses qui se maintiennent pas trop et qui m'opposent pas vraiment de résistance, et d'essayer comme ça d'ériger les choses et de leur donner une assise. Et voilà, je me situe toujours entre la mollesse et le ductile, et c'est cet entre-deux qui m'intéresse. Donc pour moi, c'est un peu des sortes de cartilage rampant, entre le rampant et le maintien, et des sortes de cartilage un peu velus.
Donc ces formes en suspens, que j'appelle aussi un peu des gestantes, tant qu'elles sont sur mon métier à tisser et que je ne leur ai pas encore donné de forme par le mode d'assemblage qui va être le leur. C'est des formes qui sont en gestation en fait. Et je me sers beaucoup de l'image des parcs qui donne naissance au temps, qui donne naissance à la vie, et qui travaille beaucoup par ligne et par fragments et par segments et métamérie et par duite. Nous en tissage on parle de duite, c'est ce qui permet de conduire la matière en fait. Et en fait j'ai la sensation quand je tisse de me mettre, de rentrer dans un véhicule qui est mon métier à tisser et de faire corps en fait avec ce métier et de fait mon corps il est en permanence au contact avec le tissage, que ce soit mes jambes, le haut de mon corps, toute mon attention est portée en fait vers cette espèce de gestation. Et ensuite, il y a la tombée du métier et on coupe en fait le cordon et je crois qu'à ce moment-là, le temps de gestation est fini. Et pour moi, c'est un peu ce que j'appelle le temps de la rencontre. Une fois que la pièce elle est au sol, que je la recueille dans un lange, c'est vraiment comme une sorte de naissance. Et donc, ça fait place à cette rencontre avec des gestantes. Et tout un jeu de mise en forme qui s'offre à moi en fait avec ces lisières sur les côtés, ces boucles. Et il va falloir à ce moment-là que je sois un peu à l'écoute de ces espèces de pré-sculptures, parce que si je suis suffisamment attentionnée, on va dire, à ce que j'obtiens, il y a déjà quelque part un peu la matrice, le mode d'emploi contenu dans le tissage pour m'aiguiller un petit peu sur la façon dont je vais procéder au montage, en gros. Globalement, ce qui guide beaucoup mes recherches dans cette étape-là, c'est le concept d'informe de Georges Bataille ou d'antiforme de Robert Morris ou de Eva S, qui en fait revendiquent la possibilité de ne pas agir depuis l'extérieur, ou en tout cas de ne pas imposer un ordre établi trop fort, mais de se laisser guider un peu par la matière et de valoriser en fait un peu les qualités intrinsèques du matériau. Donc je considère beaucoup que ces gestantes, elles ont déjà un peu le mode d'emploi pour savoir comment je vais les travailler ensuite. Quand j'accepte d'accueillir une forme d'informe, j'accepte aussi une part d'obscur dans mon travail et d'insondable un petit peu, parce que même si je sais vous expliquer pourquoi je fais ces choses-là et comment je fonctionne, il y a aussi toujours un moment où je tisse et je ne sais plus pourquoi je tisse. Il y a une sorte de transe. Et je sais que je mens pas, et je sais que je dois tisser et que je dois faire les choses comme ça, mais je ne sais plus toujours pourquoi. Et en fait, c'est un peu le moment que j'appelle le rituel du gambusino ou le rituel du serpent. Enfin, je m'inspire beaucoup du rituel du serpent Hopi, qui a été très bien décrit par Abby Warburg, qui est une référence très importante pour moi. Et en fait, la figure serpentine, elle est très présente dans mon travail, que ce soit dans l'installation de ma chaîne, que ce soit dans les écailles de la laine, que ce soit dans même le caractère visqueux, la viscosité de mon caoutchouc, ou même le passage de bâbord-tribord de ce caoutchouc qui serpente en permanence. Enfin, et quand on tisse, en fait, on ne tisse pas en parallèle, c'est un peu...
c'est un peu faux, les schémas qu'on voit, c'est toujours en Z en fait, c'est toujours en zigzagant. Donc il y a comme une espèce d'introjection mimétique un petit peu entre ce gambusino, ce serpent qui est très présent, et j'ai la sensation que ça confère une sorte de vertu clinique un peu au tissage, quoi. Bien sûr, le serpent, il est aussi présent dans l'obtention en fait assez tubulaire de ces formes pendant le montage et même après, en réalité. Donc ce rituel de chasse, c'est avant tout une sorte de jeu. Enfin, le jeu est très présent. Et c'est un jeu de construction qui me permet d'aller vers des sculptures évolutives. Et cette évolution, j'essaie qu'elle soit rendue possible à chaque accrochage. Parce que, d'ailleurs, c'était intéressant de voir Claude jouer en fait, avec les sculptures et me demander si elle pouvait encore s'amuser pour trouver comment on allait l'installer. Claude Bussac, c'est la personne qui dirige les artistes à la Casa Velázquez. Et donc, c'est vrai que c'est un système de sculpture où c'est en permanence changeant. On peut tout le temps les transformer, transformer l'assemblage également. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment elles se comportent, ces sculptures, en fonction des différents lieux, des différentes postures, même de l'éclairage, et parfois même les agripper entre elles aussi, voir comment elles se comportent entre elles. Est-ce qu'elles se touchent? Est-ce qu'elles peuvent voilà, comment elles se rencontrent. Donc j'en profite pour vous montrer quelques images aussi des pièces accrochées dans la Casa Velázquez, dans l'exposition qui a lieu à l'heure actuelle, qui s'appelle Casa Enco, à laquelle Camille est également, dont elle fait également partie. Et donc c'est une exposition qui est visible jusqu'au 9 février. Ensuite, un autre aspect de mon travail, c'est la recherche matériaux, en fait, qui était centrale pendant des années, et maintenant, ça fait partie vraiment c'est plus ma méthode, en fait. C'est-à-dire que j'ai à cœur de contrôler ma chaîne de production pour essayer de maîtriser, en fait, mon impact environnemental. C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup appris à faire ces dernières années, et même si ça prend du temps, c'est ce qui me permet aussi de rentrer dans un projet de manière beaucoup plus forte, éthique, de me sentir à ma place et de mieux connaître mes matériaux aussi, et de mieux les comprendre. Donc dans ce projet aussi, j'ai mis au point un caoutchouc qui est biosourcé à 93%, entre 93 et 97, selon la nécessité, selon les couleurs en fait, selon les couleurs que j'emploie, et contre environ 50% de pétrochimie dans un caoutchouc traditionnel. C'est un caoutchouc que j'ai mis au point pas seul, avec la Sacred, avec Patrick Dujon et Benjamin Lagrève. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et ce caoutchouc, il est propre en fait. Il est beaucoup plus propre que n'importe quel caoutchouc. Et quand on veut travailler avec un matériau élastique, c'est vraiment pas évident du tout de trouver quelque chose qui puisse satisfaire, on va dire, cette volonté de travailler avec un matériau beaucoup plus durable, en fait, beaucoup plus propre. Il y a ça, donc il y a aussi le fait de teindre mes propres fils aux côtés de Couleur Garance. Le fait également de connaître les fermes lainières, connaître la provenance de la laine, travailler aussi au filage de la laine avec la filature Terrade. En fait, connaître un petit peu tout le réseau de fournisseurs, mais pas que fournisseurs, artisans de la couleur qui
qui ont des savoir-faire incroyables. Et en fait, voilà, rentrer dans un projet, c'est commencer par créer un réseau un peu de savoir-faire, quoi. En tout cas, c'était le cas dans ce projet et c'est souvent le cas, même dans le Chufa Proceso, c'est le cas pour moi. Mais c'est difficile. c'est long et c'est difficile. Et dans les difficultés alors plus contextuelles, non prévues, et voilà, un peu plus galère, comme dans tout projet, il y a eu quelques petits accidents et en fait, les problèmes ont commencé très vite dans cette résidence, mais des problèmes gérables. Mais à commencer par le fait que j'avais décidé d'embarquer mon propre métier à tisser, un catus, que j'ai démonté pour le remonter. Et en fait, j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de problèmes. C'est un peu comme un piano, quoi, d'accordage, de réglage. Donc ça m'a pris finalement plus de 10 jours à régler bien mon outil de travail. Et une fois que mon outil de travail était réglé, j'avais pas encore tout le montage de la chaîne, qui est extrêmement long aussi, avec les étapes qu'on connaît de remettage, de pliage, etc. Et puis, mon caoutchouc rose était beaucoup trop adhésif, donc beaucoup trop mou, ne se comportait pas comme j'avais prévu. Et ça a été un problème aussi. Il s'entortillait en permanence. Je savais pas. Enfin, j'ai passé les premiers 15 jours à me demander comment j'allais faire. Et en fait, après, il y a eu une césure estivale entre les deux périodes de résidence. Et puis, j'ai eu la bonne idée de me casser le 5e métacarpe. Donc, j'ai appris à tisser à une main. C'est possible. Voilà. Et ensuite, dernière galère, on va dire, assez conséquente, c'était de me souvenir des modes d'assemblage d'un jour à l'autre, en fait, parce qu'il y a un chemin comme pour un nœud marin. Et en fait, j'en testais tellement dans la journée que je revenais à l'atelier et je ne me souvenais plus du chemin, donc il fallait redéfaire, refaire. Enfin voilà, ça a été très complexe aussi. Ensuite, une autre difficulté, mais qui était aussi une richesse lors de cette résidence, ça a été le fait que je me reconnectais avec cet héritage espagnol qui est le mien, et ça c'était fabuleux, mais j'étais ultra excitée de tout ce qui se passait à la Casa, avec l'offre culturelle énorme qu'il y a là-bas, Madrid aussi, et donc il y avait une sorte de dialogue à gérer en fait entre cette ouverture culturelle immense et ses propres objectifs de projet. Et voilà, il faut aussi être dans l'atelier et travailler, et en même temps, on est invité constamment à aller voir ailleurs. Donc ça, c'était pas facile. Mais j'ai pu faire des rencontres assez formidables avec différents chercheurs qui bossaient aussi sur des notions d'animal imaginaire, de créatures chimériques, le rapport homme-animal, la tauromachie, le carnaval. Enfin, il y avait énormément de sujets proches de mon sujet de projet. Voilà. Et puis j'ai pu faire la rencontre avec Luis González, qui est le directeur d'études, avec Nancy Berthier, qui s'occupe plutôt donc de la recherche scientifique. Et lui, il a pu me mettre en relation aussi avec des folkloristes. Donc c'était une rencontre incroyable. Voilà. Après, très rapidement, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai. C'est bon ? Encore 5 minutes. Oui, bon, je vais peut-être pas tout mentionner, mais en tout cas, juste pour parler de la richesse vraiment des rencontres qui ont été faites sur place, qui sont un peu périphériques en fait au projet avec lequel on arrive en résidence. Et en fait, les rencontres n'ont pas cessé, et les invitations aussi, les open studios. Il y a eu notamment un open studio qui avait été orchestré par Fabienne Aguado, donc l'ancienne directrice, avec Maria Ortega et Álvaro Matías,
qui respectivement gèrent à la fois la Design Week de Madrid et le prix Art Textile de Madrid, qui sont venus me rencontrer, donc c'était très riche. Il y a eu aussi un Open Studio pendant l'exposition de la promotion 2023 lors d'Itinérance. Ça m'a aussi permis de rencontrer pas mal de collectionneurs, d'acheteurs. Et après, toutes sortes d'autres invitations, comme par exemple la présentation de mon travail pendant un sommet un peu des écoles de françaises à l'étranger, organisé par Nancy Berthier. J'ai pu présenter aussi mon travail dans le cadre d'un séminaire sur le tisserand et la figure du démiurge chez Platon par des chercheurs en philosophie. Donc, j'étais pas du tout venue faire ça, et ça a été une occasion aussi d'échanger en fait sur nos pratiques et d'autres savoirs. Un reportage aussi de Zone Europe au sein de Madrid, de la Casa Velasquez, qui en a profité par faire un crochet par mon atelier. Et puis la visite du Mobilier National, invitée également par... à l'époque, j'avais été reçue par Sandrine de Susbiel, et ça avait été aussi voilà, une visite assez merveilleuse. J'étais repartie avec d'autres envies de couleurs aussi. Je pense que ça m'a inspirée sur la deuxième partie de la résidence. Et puis... il y a eu également la proposition de la part de Fabienne Aguado pour participer à la Design Week de Mexico. C'était pas du tout prévu. La rencontre aussi avec la Real Fábrica de Tapices de Madrid, qui connaît bien aussi le Mobilier National, et qui m'a proposé une courte résidence pour 2025. Également la rencontre avec la direction de Miro Mallorca, qui est une autre résidence, pour pareil, une proposition de courte résidence en 2025-2026. Et puis peut-être aussi poursuivre après la Casa Co, exposer ces mêmes pièces du côté des Naves de Gamazo, à Santander en fait. Donc ça aussi, ça a été l'objet d'une autre rencontre. Et puis plus récemment, une galerie valencienne qui s'appelle Vanguard, qui a vu un peu les pièces et qui me propose peut-être de travailler ensemble là pour la suite, quoi. Donc tout ça, ça a été quand même très riche. Et la suite de ce projet, je vais la mener plutôt du côté de la bourse. Enfin, j'ai pu obtenir la bourse Mira, qui est une bourse de mobilité, pour retourner donc du côté de Valence. Et donc le projet que j'ai présenté, c'est la poursuite de ce projet sous forme de performance textile et de collaboration avec la Compañía de la Seda, la compagnie de la soie, qui est les derniers soiristes de Valence, qu'on appelle Belluters là-bas, qui m'ont invité là à d'abord venir. On s'est rencontrés. Entre-temps, il y a eu la Dana que vous avez dû voir, avec l'espèce de tsunami de boue qui a envahi Valence, enfin les quartiers sud de Valence. Et il se trouve que cette compagnie de la Seda a été complètement ensevelie en fait, sous 3 mètres cubes de boue. Donc on a pu se retrouver. Moi, j'ai pu aussi aller aider quelques fois, 3 fois seulement, mais c'était déjà ça. Et donc probablement que cette catastrophe humaine, naturelle, aura aussi un impact sur la poursuite de la résidence Mira dans le projet, quoi. Et pour finir peut-être plus sur l'objectif à plus long terme de ce projet, c'est aussi un changement d'échelle et de parvenir à créer des sculptures, des pièces un peu plus immersives encore. Là, j'ai été complètement embarquée quand j'ai vu le travail de Olga de Amaral à la Fondation Cartier la semaine dernière, et j'avais déjà été complètement subjuguée par le travail de Sheila Hicks, qui sont des femmes qui arrivent à faire des pièces monumentales. C'est pas un but en soi dans la vie de faire des choses monumentales, mais c'est un but pour moi de parvenir à contribuer à
peut-être à faire évoluer le rapport qu'on peut avoir au toucher, au textile, et voilà, oui, contribuer à ça. Donc pour la suite du projet, c'est un peu ce que j'envisage, d'aller vers des pièces un peu plus environnementales, comme le disait chez Laïx. Et voilà. Ben, merci beaucoup, merci. Merci pour ce récit presque intime d'un objet personnel. Moi, ça m'a rappelé, je pense qu'on aurait tous des récits d'enfance où on raconterait les animaux imaginaires. Moi, c'était la chasse au dahu. Bah, c'est un peu le même genre. Je sais pas, alors, selon les versions, c'est un animal qui a des pattes plus longues que d'un côté que de l'autre et qui se balade que d'un côté de flanc de montagne. Donc il fallait, voilà, chacun on aurait des animaux à raconter. Moi, la question que je me posais en vous écoutant, vous partez d'un imaginaire, enfantin, un imaginaire populaire au sens noble du terme, mais du coup, vous y cherchez une forme informe, mais du coup, la question, quel est son statut d'usage ? Est-ce que c'est un statut est-ce que c'est un élément qui se porte ? C'est une sculpture ? C'est un élément qui se met sur un mur, qui se pose, ou il n'y en a aucun de tout cela et tout à la fois ? Comme c'est un informe, quel est son usage ou son non-usage ? Oui. Au tout départ, dans mes premières recherches, je suis parvenue à cette forme qui tenait debout et qui, tout de suite, en fait, m'a semblé être une sorte de corbeille. Celle-ci, là, qu'on voit au centre. Au gris, la couleur, oui. Parce que... Voilà, c'est ça. Ça, c'est une des premières pièces. Et je disais que c'était la corbeille. C'était la corbeille, même si elle avait une bouche, même si... oui, enfin, c'était déjà un animal aussi. C'était déjà une sculpture. Et maintenant, quand j'envisage là la prochaine résidence Mira et quand j'envisage la performance textile, je sais que ces pièces-là, ces sculptures, elles vont habiller des corps. Et l'idée, c'est de les faire danser et de voir comment elles se comportent aussi sur un corps. Donc, il y a vraiment différents passages de l'objet à sculpture suspendue ou posée à comment on va peut-être, oui, habiller un corps. C'est une question, hein, c'est un débat. Ça peut être intéressant de se poser la question de son usage, parce que ça va vous poser la question de sa spatialité et du coup de son format. Parce que la question du grand, ça a été un sujet de recherche précédente, le grand, et c'est une question que pose la tapisserie ici, ce n'est pas qu'un élargissement. Une tapisserie n'est pas qu'une question de format, c'est une question de monumentalité, donc d'usage du spectaculaire. Ici, on a pu travailler avec, j'ai pu faire une carte blanche chez Laïx. La monumentalité a son propre sens. Quand on voit l'exposition actuelle Richard Peduzzi, qui passe constamment du tout petit au simulacre du très grand, qui est le décor de théâtre, ça positionne le regard, l'objet, l'être dans du multi-usage, de la délectation, du décoratif au sens noble du terme. Donc c'est pour ça que ma question derrière, c'est pas simplement est-ce que c'est un décor, est-ce que c'est de l'art, c'est pas ça qui est intéressant, c'est du coup sa spatialisation et du coup le rapport entre le vivant et l'inerte. Qui repose la question du coup de l'œuvre d'art et de son statut par rapport à l'acte de tissage qui est un acte profondément intime, comme vous le montrez, qui est une gestation. Croiser des fils, ça va au-delà de simplement un geste technique. Oui, tout à fait. L'exposition, je ne l'ai pas encore vue, mais je veux aller la voir. Oui, tout à fait. Peut-être que moi, je n'ai pas encore suffisamment creusé. En fait, au départ, vouloir faire du monumental, je pense que ça vient aussi de l'idée de montrer que le tissage, ça peut être très fort. Que c'est pas qu'une chose je sais pas en fait, de mineur, d'un art mineur, d'un art dit féminin et donc amoindri ou enfin toutes ces choses qu'en fait qui sont quand même là, qui sont. Et donc je pense qu'au départ c'est cette volonté. Si je peux me permettre, oui. Il faut
il est difficile de se positionner sur ce n'est pas. C'est-à-dire, si vous partez du principe que vous voulez démontrer que le tissage n'est pas, oui. Vous devez démontrer que le tissage est. Oui, bien sûr. Au-delà de ça, ça pose donc le statut du spatial, qui est très complexe en fait. Parce qu'en fait, on a une culture du dernier siècle qui sépare objet-sujet. La délectation, le support, et qui crée une frontière. Ce qui n'est pas le cas dans l'art, on voit bien avec la rénovation de Notre-Dame, avec la spatialisation de l'œuvre est une forme de sacralité, est une forme d'usage à l'intérieur. Donc en fait, le grand format va vous induire un rapport plutôt qu'une démonstration sur ce que ce n'est pas. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, mais voilà. Bien. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. C'est une question, hein, c'est pas. Oui. S'il y a des réactions dans la salle, n'hésitez pas, j'ai peut-être tort. Hein, si j'ai une main qui se lève, tant mieux. Donc d'ailleurs, y a-t-il une main qui se lève? J'en ai une autre, vous inquiétez pas. Donc j'en ai une autre, j'enchaîne. J'aimerais que vous reveniez sur la question de votre caoutchouc. Parce que comme vous le savez peut-être, on a créé le laboratoire des pratiques durables, on s'intéresse aux nouveaux matériaux. Oui. D'abord, de quoi il est constitué précisément, et comment vous le produisez? Y a-t-il une quantité produisable? Voilà, vous pouvez revenir sur cette notion de oui. Votre caoutchouc? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est un caoutchouc qu'on a mis au point à trois en fait, moi en tant que designer plutôt matériaux, et 2 personnes qui sont vraiment ingénieurs matériaux en interne au sein de la SACRED. On est parti en fait d'huile industrielle recyclée, donc d'huile industrielle de moteur, d'huile industrielle de machine. C'est pas des huiles industrielles de restauration, voilà, donc c'est des mètres cubes d'huile industrielle sale. Qu'on a trié et qu'on a revulcanisé. Revulcanisé? Oui. C'est-à-dire, on se sert d'une sorte de four, un peu comme un four à céramique, sauf que c'est beaucoup plus... on a des températures beaucoup plus importantes que dans un four à céramique. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire dans un atelier chez soi. Pour le coup, c'est pas du tout artisanal. C'est de l'industriel. Et en termes de quantité, pour développer une nouvelle recette de caoutchouc, on produit entre 70 et 100 kilos. Donc on ne peut pas produire en dessous pour plein de raisons. Et donc vous avez réussi à constituer un gisement, c'est-à-dire vous savez où trouver ces huiles à recycler, et vous les menez à des industriels qui le reconditionnent, ou comment ça se passe là, ou c'est sur demande, si je puis dire? En fait, très vite, j'ai pu me servir des huiles industrielles de la manufacture elle-même, de la SACRED. Donc c'est vrai que là-dessus, il n'y avait pas vraiment de déplacement. Enfin, c'était aussi du 0 km. Mais je me sers d'huile industrielle qui servent à produire du caoutchouc, pour le coup, non biosourcé. Donc c'est toujours plein de... Ça ne pose aucun problème. Mais c'est intéressant de savoir, parce que de toute façon, de paradoxe. On peut rarement avoir de la pureté écologique. Oui. C'est souvent... Ça, je m'en suis rendu compte. À un moment donné, il y a un chaînon manquant ça pour l'instant. toujours à un endroit. Mais forcément, on ne peut pas réinventer du jour au lendemain. Mais c'est intéressant de se dire, là, il y a jusqu'à un certain pourcentage d'une éco-responsabilité forte, mais à un moment donné, ça bloque, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui. Si vous avez besoin d'électricité et que cette électricité est issue du pétrole, il n'est pas nucléaire même. Voilà, donc moi, ça ne me pose pas problème. Oui. Moi, il y a eu des moments où le caoutchouc que je voulais produire, il y avait 7 couleurs que je voulais absolument. Et pour avoir 7 couleurs absolument, je devais peut-être renoncer à mon chiffre un peu que je peux annoncer de temps en temps, qui est de dire, moi, je produis un caoutchouc à 97% biosourcé. Et en fait, non, quand je fais du orange ou quand je fais du rose pâle, j'y arrive plus parce que c'est trop collant, parce qu'en fait, je perds en qualité de ce caoutchouc, en élasticité, en ce qu'on appelle dureté short, et donc c'est même plus intéressant, c'est plus vraiment du caoutchouc non plus. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus périssable, moins intéressant. Voilà, j'ai plus les mêmes propriétés. Et derrière les couleurs, c'est du chimique ou c'est du nature? C'est un élément. Alors, comment on produit la couleur?
La couleur, c'est uniquement des pigments naturels, mais c'est pas du tout végétal. Oui. C'est minéral. Ouais. D'accord. Et par contre, j'ai très peu de traçabilité là-dessus. J'ai réussi à tracer, quand je fais des gris, j'arrive à tracer mon pigment. Et en fait, dès que j'utilise des pigments rouges, j'ai beaucoup plus de mal à savoir. D'accord. Et le bleu, c'est très dur aussi. Okay. Merci. Y a-t-il une question? Je suis trop bavard. Oui, on vous apporte un micro. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai peut-être une question sur l'intention derrière ce tissage. Est-ce qu'il aura pour vocation aussi d'être touché par d'autres, d'être manipulé et de justement pouvoir ressentir un peu les intentions que vous avez mises dans ce tissage de ce Campusino, ou simplement il sera à contempler et à avoir cette forme qui rappellera le Campusino? Là, il n'y a eu qu'une seule exposition. En fait, il y a eu une première exposition d'une pièce à Sao Paulo, mais j'y étais pas. J'ai pas vu comment ça se comportait. J'ai pas vu si les gens touchaient ou pas. En tout cas, à Madrid, les gens s'approchent et touchent. Il y a eu plusieurs interactions. J'adore, moi, quand ça génère. En fait, c'est des pièces qui sont à la fois attirantes. Enfin, je les veux, moi, attirantes et repoussantes. C'est un peu les deux. J'aime bien que ce soit bizarre et qu'on soit un peu gêné, et en même temps qu'on ait envie de toucher le caractère un peu duveteux de la matière. Donc pour moi, c'est des pièces effectivement qui invitent à toucher. Oui. Ouais. Merci. Une autre question? Bon, merci beaucoup, et on va passer à la seconde intervention. Merci. Petite pause technique. Nous continuons cette rencontre autour des aspirations lointaines, la Casa Velasquez, avec Camille Munier, qui nous poursuit dans le voyage, puisqu'on voit que les deux intervenants de ce soir ont le souci du lointain, puisque Camille Munier a fait certes ses études à l'école des Beaux-Arts de Nantes, puis design textile par le lycée La Martinière d'Hydro à Lyon, mais surtout a vécu longtemps, travaillé et vécu en Amérique latine, et on peut imaginer que le textile fait voyager beaucoup, et que c'est cette rencontre avec les autres cultures qui permet d'avancer dans les différents projets artistiques. Et vous dessinez comme une sorte d'anthropologue avec des outils d'artiste. Je vous laisse la parole. Bonsoir, merci de me donner la parole. Merci énormément à l'ADAGP et à la Casa Velasquez, et bien sûr au Mobilier National pour la bourse mise en place et le cadre idyllique qu'on a à Madrid à la Casa Velasquez. Et merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Comme vous disiez, Marc, en effet, j'ai vécu au Pérou, et avant de partir en Espagne, je vous emmène quelques instants au Pérou. La photo que vous voyez a été prise par un photographe péruvien, Carlos Garavito, qui accompagnait une anthropologue textile à Puno, pas très loin du lac Titicaca, et j'ai eu la chance de les accompagner et de rencontrer les actrices et acteurs du textile. Et je vous montre cette image donc, pour deux raisons. La première, donc, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai vécu au Pérou et que pour moi, c'est une étape très importante dans ma vie de créatrice et personnelle. Et également parce que cette photo est le déclic de l'écriture de mon projet pour la Casa Velasquez. Lorsque j'ai vu l'appel à candidature bourse laine et création à Madrid, j'ai tout de suite pensé à la langue espagnole, donc que j'ai pratiquée au Pérou et que j'aime énormément. Et la laine m'a rappelé donc cette photo qui représente deux femmes qui viennent de tondre un alpaga. Et voilà, donc à partir de cette photo, en fait, j'ai voulu m'intéresser aux rites agro-pastoraux et plus exactement à la transhumance.
Mon travail de créatrice textile, généralement, je m'intéresse aux traditions locales et aux personnes qui font vivre ces traditions. Je suis beaucoup sur le terrain et je collecte des récits dans les campagnes. Et le monde rural a une importance pour moi dans ma démarche de mémoire de territoire. Donc, comme vous disiez, je ne suis pas anthropologue, mais ce métier m'intéresse énormément et intuitivement, je l'utilise lorsque je suis sur le terrain à rencontrer les gens. Donc voilà, maintenant on est en Espagne. Donc, comme je vous le disais, je me suis intéressée à la transhumance et en faisant des recherches, j'ai découvert que la transhumance est très présente en Espagne. L'Espagne est un des pays qui compte le plus de sentiers de transhumance officialisés. Ils ont 125 000 kilomètres de rails, de sentiers. Et depuis 2023, la transhumance a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc c'est une pratique ancestrale qui a énormément de pouvoir sur l'environnement et aussi sur les traditions, la transmission de traditions orales, également sur les races de moutons. Là, la photo que vous voyez, c'est un photographe espagnol qui l'a prise dans les années 60, Ortiz Echagüe, qui parle de costumes qui racontent l'âme des provinces. Et ces deux images sont issues de son livre Tipos y Trajes, donc costumes. Et donc le livre est rempli de costumes traditionnels. Et pour moi, c'est très important parce que vous ne l'avez pas dit, mais j'ai travaillé comme costumière de théâtre et le vêtement a une résonance pour moi très importante et véhicule des récits et sa trame raconte des histoires. Donc il a une dimension narrative qui me parle beaucoup dans mon travail de créatrice. Voilà. Ensuite, donc là, je vais vous parler dans la première partie de toutes mes inspirations et de toute la nourriture que j'ai accumulée pour ensuite les traduire en œuvres plastiques. Pour cette résidence, j'avais envie depuis longtemps, en fait, je chemine pour arriver au volume, à la sculpture. Et là, vous voyez donc une image de Simone Felpin qui travaille énormément le volume avec le textile. Il y a également une installation de Daiga Grantina qui m'intéresse beaucoup pour ses suspensions et son travail de mélange de texture et travail de la spatialité. Fabienne Verdier aussi, qui travaille la peinture et qui a inventé ces outils pour retranscrire des forces vives de la nature. Et ce trait de peinture me plaît assez et j'ai essayé, vous allez le voir plus tard, de le retranscrire avec la laine, le feutre plus exactement. Et il y a aussi, j'ai découvert alors j'ai pas découvert le travail de Eduardo Chillida, mais j'ai découvert sa pièce en feutre que vous voyez en bas. Je connaissais ses sculptures et ses collages en papier, mais lorsque j'étais à Madrid, je suis allée pour une exposition personnelle à Minorque et il y avait à ce même moment une exposition de Chillida et j'ai vu cette pièce en feutre qui m'a énormément parlé puisque j'avais déjà l'intention d'utiliser la laine en feutre et de la transformer donc en feutre. Voilà. Donc ça, c'est les principales inspirations qui ont nourri le projet pour la Casa. J'ai décidé donc de déterminer 3 grandes orientations pour la résidence, pour mon travail. C'est le costume traditionnel. Là, la photo que vous voyez à gauche, c'est une cape espagnole qui est la cape Alistana de Aliste. Et j'ai pu la voir en vrai au musée du costume, El Museo del Traje à Madrid, qui est juste en face de la Casa. Et la personne qui gère la partie costume populaire m'a ouvert
les coulisses, le grand stockage des costumes, et j'ai pu la voir en vrai, cette cape. Et pour la petite anecdote, la partie qu'on voit sur la capuche représente une chiva, c'est le bouc de la chèvre. Voilà, donc ces détails m'intéressent et me parlent et me nourrissent après dans ma création. Donc les 3 orientations, donc c'est le costume, la cape comme élément protecteur et élément sculptural aussi. Il y a la tonte animale, voilà, que je rapproche avec la coupe d'une modéliste ou des coupes de patronage, et le mouvement, la ligne qu'on retrouve dans les sentiers de transhumance et qui dessine, qui sculpte le paysage. Voilà. Donc ces trois axes de travail sont les 3 pistes que je vais suivre pendant les 3 mois de résidence. Donc là, on arrive en Espagne, on est à la Casa Velázquez dans l'atelier qui nous est donné pendant 3 mois. Donc on est dans des conditions vraiment génial. J'ai emmené, donc là vous avez une partie de mon panneau de travail que je vais qui est très important dans ma démarche, puisque c'est un des outils que j'ai inventés et que j'ai mis en place pour fabriquer mes tissages et mes volumes. Voilà, donc on le retrouve sur la gauche. Moi, je m'inspire de la dentelle au fuseau, qui est une technique ancienne qui m'a été transmise par Missette, une personne que j'ai rencontrée lorsque je suis rentrée d'Amérique du Sud en Haute-Marne, où j'ai vécu pendant 3 ans, qui habite le village voisin de la maison où j'étais, et qui m'a transmis ce savoir-faire. Et très rapidement, en fait, j'ai voulu utiliser d'autres matériaux, plus comme la corde, plus gros, et j'étais amenée à fabriquer mes propres outils, dont cette planche en bois. Donc ça n'a pas été là la forme que vous voyez. C'est une forme améliorée, puisque j'ai commencé avec une planche classique accrochée à un mur. Et là, la planche que vous voyez a une vis centrale qui me permet de faire tourner mon panneau à 360 degrés et de pouvoir travailler dans toutes les directions et travailler toujours à la verticale. Voilà. Et la casa, l'extérieur de la casa, comme tu le disais, Sarah, c'est vrai que à la Casa, il y a cette émulation qui se crée entre artistes qui sont là 1 an, qui sont là aussi pour des bourses plus courtes, et les membres scientifiques. Donc c'est un tiraillement à chaque fois de vouloir partager, de vouloir échanger avec tous ces gens, d'aller aussi à l'extérieur pour faire les visites, pour se nourrir aussi d'autres artistes, mais il y a le travail aussi qui est important. Donc voilà, pour moi, ces 2 images représentent l'intériorité de l'atelier et l'extérieur aussi, les moments de pause et les moments de retrouvailles avec les autres, d'échanges et de toujours être en cheminement et en observation. Comme je vous le disais, pour moi, le terrain est très important, et la rencontre avec les personnes également. Là, je suis allée donc à côté de Madrid, à 1 heure de Madrid, pour rencontrer une entreprise de lainière, Wool Dreamer, qui est une entreprise familiale et qui souhaite faire revenir la laine transhumante. Donc, lui a à cœur de préserver ce mode d'élevage qui est la transhumance, qui permet à la terre aussi de se reposer, puisqu'il y a une rotation des terres, et également aux animaux d'avoir toujours de l'herbe fraîche pour se nourrir. Et là, sur la photo, on voit donc une fibre de laine, et il me racontait que sur la fibre, on peut lire la carte d'identité de l'animal. Et parfois se crée une ligne sur la fibre qui indique comment l'animal a vécu, et cette ligne montre un déséquilibre alimentaire ou un traumatisme qu'a pu subir le mouton. Voilà, là c'est les photos prises dans l'entreprise. J'ai découvert aussi lors de mes rencontres
un problème avec la laine en Europe, c'est qu'elle est considérée comme un déchet par la loi Sandac, une loi européenne qui considère la laine comme un déchet de catégorie 3. Et aujourd'hui, la laine n'a plus de valeur, donc pour plusieurs raisons. Le marché a été délocalisé depuis plusieurs années et l'Europe ne produit presque plus de laine parce que les entreprises ont fermé progressivement. Et là, les petites entreprises se confrontent à un problème pour racheminer la laine dans les entreprises de lavage. Donc ça, c'est un sujet que je n'ai pas traité, mais qui m'intéresse de traiter par la suite. Et moi, j'ai voulu donc transformer, en fait, là, je ne savais pas comment... Donc voilà, là, j'étais vraiment plongée dans la laine. Et ce qui m'intéressait, et ce que je fais beaucoup dans mon travail, c'est essayer de gérer au maximum le processus de création, donc depuis la création de la matière première jusqu'à sa fabrication. Et là, je cherchais pour moi, donc c'est la première fois que j'utilisais la laine dans mes constructions textiles, et je l'avais jamais utilisée parce que pour moi, la laine, c'était le fil de laine et c'était trop mou pour mes sculptures. J'ai besoin de quelque chose de semi-rigide qui me permette d'avoir une certaine forme. Et j'ai eu envie de fabriquer du feutre, voilà, d'avoir une tenue un peu plus importante que le fil de laine. Donc là, c'est dans un atelier à Madrid avec une association País Anaje qui préserve les savoir-faire anciens et qui est installé donc, au centre, au cœur de Madrid. Donc j'ai fait mon feutre donc, en Espagne et également en France avec l'association Lenama qui se trouve à Aubusson, dans la Creuse. Et là, on voit donc un début de recherche de mouvement. Donc, comme je vous ai dit, la ligne donc, du sentier, mais aussi la ligne, la trace qu'on retrouve sur l'animal, sur le mouton, pour le marquer, la trace de peinture que les éleveurs mettent sur la toison de l'animal pour différencier les troupeaux. Souvent, les pasteurs, quand ils vont en montagne, ils ont plusieurs troupeaux avec eux. Et pour pouvoir repérer les moutons, ils mettent une trace de peinture. Donc cet élément m'intéressait pour la suite de la création. Là, c'est donc ces éléments de feutre et la laine du mobilier national. Je suis venue avant la résidence pour visiter les ateliers de teinture et de tapisserie et on m'a parlé de laine de rebut, de laine qui ne pouvait plus servir puisque chaque projet a des couleurs particulières et lorsque la tapisserie est terminée, ces couleurs-là en général ne resservent plus, donc elles sont données à des écoles d'art, de textile ou comme moi, voilà, des gens qui les récupèrent. Et voilà, donc là on rentre dans la création. Donc je vous parlais donc de mon tableau en bois que j'ai mis en place donc pour fabriquer mes sculptures, mes tissages. Toutes les techniques, les entrelacements de fils que j'utilise sont issus de la dentelle au fuseau. Et petit à petit, j'utilise un point très simple qui est un point de tissage chaîne et trame, qui est aussi utilisé en dentelle pour armer le tissu ajouré. Et là, le challenge, c'était d'associer, de mixer, de faire rencontrer le tissage et le feutre. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que je n'allais pas découper. Au départ, je pensais découper en lamelles le feutre que j'avais fabriqué pour le tisser ensuite. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, que ça enlevait de la force à la toile de feutre. Et surtout, avec ces lignes, je voulais garder le mouvement de la ligne. Donc, voilà, après plusieurs recherches, j'ai décidé de garder des pans de feutre que j'ai cherché à intégrer au tissage. Donc là, pour cette première pièce, il y en a eu 3 au total. Là, c'est la première pièce. C'est pas la première que j'ai réalisée. Mais cette pièce est pour moi un paysage minéral, un paysage sculpté avec des
voilà, les vallées avec les lignes de transhumance. Donc là, c'est une étape de travail, et là, c'est le résultat de la pièce. Donc ce que j'aime avec cette technique de dentelle, bon, qui n'en est plus vraiment une, puisque je l'ai fait mienne, mais ce qui m'intéresse, c'est la liberté qu'elle me donne. C'est que je n'ai pas de cadre, contrairement à un métier à tisser où on est contraint de travailler le rectangle ou le carré. Là, je peux partir dans n'importe quel sens. Et cette pièce donc, a pris différentes formes. Quand je travaille, je n'ai pas de croquis, donc je ne sais pas où je vais. J'ai juste tout cet imaginaire dans ma tête, ces recherches que je fais avant et pendant mes créations, et elles passent à l'intérieur de moi, et le travail se fait de manière inconsciente, et je peux modifier les formes. Donc je suis partie sur un rectangle, et la forme s'est transformée en ellipse. Voilà. Donc la pièce s'appelle Trashumar tierras, transhumer les terres. Voilà, donc toujours mes rencontres sur le terrain. Là, c'est aussi ce qu'offre le voyage. On ne sait jamais où on va, et c'est le chemin qui trace le voyage, l'histoire. Et là, je me rendais dans un petit village au nord de Madrid pour rencontrer des bergers. Pour discuter avec eux, échanger et acheter de la laine. Et ces bergers, je les ai jamais rencontrés. En fait, je me suis perdue dans le village. Je suis allée, je les ai jamais rencontrés. Et en redescendant dans le centre du village, j'ai aperçu ce monsieur assis, comme vous voyez sur la photo, assis sur son muret. Et de loin, je me suis dit, il va pouvoir me renseigner et me dire où sont les bergers. Et en discutant avec lui, j'ai découvert que lui-même était berger. Et la rencontre était fabuleuse, puisqu'il m'a emmené dans son atelier, il m'a raconté son métier. Les ciseaux que vous voyez s'appellent des forces, et ces ciseaux lui ont servi à tondre les moutons et à dessiner sur le poil du mouton. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « La tijera hace diseño », ce qui signifie « les ciseaux font des dessins ». Et là, je me suis dit, mon envie l'analogie que je faisais avec la tonte du mouton et cette découpe du patronage, cette découpe des modélistes pour fabriquer le vêtement, je me suis dit, Claudio, en fait, tu me résumes ce que j'ai envie de chercher, c'est découper avec mes ciseaux et trouver des formes aussi par le découpage. Voilà. Et cette rencontre m'a amenée à une deuxième pièce. Donc voilà, là vous voyez sur le panneau donc cette recherche de découpe, de patronage. Donc j'ai différentes manières de procéder quand je travaille. Je vous disais que je travaille sans croquis. C'est vrai, la forme n'est pas déterminée souvent, mais là, parfois je travaille avec ce principe de découpage, et là, la forme était déterminée, mais vous allez voir par la suite que j'ai complètement transformé cette forme. Donc je suis partie donc, de cette découpe dans du tissu, et ensuite j'ai découpé mon feutre que j'ai fabriqué donc dans les formes que j'avais découpées préalablement, et j'ai commencé à construire donc ce tissage, ce volume sur mon panneau, et petit à petit je suis allée vers le volume. Donc la dernière photo que vous voyez en bas à droite, c'est le volume qui est accroché donc dans l'espace, et je me suis dit pour continuer à travailler donc en 3D, je ne veux pas le faire sur ma planche plate, et je vais fabriquer un nouvel outil, un nouveau support, une montagne en bois. Donc là, c'est dans l'atelier où je travaille à Rochefort. Je suis installée à Rochefort aujourd'hui dans les ateliers partagés de l'Estuaire, qui est un super endroit à Rochefort qui regroupe plein d'artisans d'art. Et c'est un lieu aussi d'émulation avec plein de projets et de l'entraide, énormément d'entraide. Et là, j'ai été aidée par un charpentier de marine pour fabriquer cette forme. Donc je l'ai
j'ai fait un prototype en carton qu'on a photographié. Les lignes que vous voyez sont le patronage du volume en 3D. On a découpé des pièces en bois et je les ai assemblées, collées, pour arriver à une forme en 3D que vous voyez sur la photo. Et que vous voyez également ici, à côté de mon panneau de travail. Donc c'est voilà, un nouvel élément qui vient dans mes recherches de créatrice pour vraiment aller sur le volume. Là, c'est la photo finale, c'est la pièce finale. Donc vous voyez qu'entre le début sur mon panneau à plat et le résultat, il y a tout un chemin qui a été parcouru. Et c'est ça qui me plaît, la recherche et me perdre dans la pièce et dans ce qu'elle me raconte. Voilà, je suis sans cesse en dialogue avec moi-même, mais aussi avec ce que me dit la matière et là où je vais. Et voilà le résultat pour cette seconde pièce. Ensuite, il y a... Donc là, c'est les détails. Donc vous voyez, je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé du lin avec le tissage. C'est lin et feutre, donc les fils du Mobile National et les toiles de feutre. Et pour moi, cette pièce unit la montagne et la cape de berger. Voilà, c'est une forme qui rassemble les deux. Voilà, cet homme ou cette femme qui est dans la montagne. Ensuite, il y a une troisième pièce. Les 3 pièces s'appellent... mes 3 pièces, le titre que j'ai donné, c'est Apu. Apu en quechua, c'est esprit de la montagne. Et pour moi, je l'ai souvent quand je vivais au Pérou. Je vivais dans les montagnes à Cusco, dans la région de Cusco. Et j'ai souvent entendu ce terme Apu pour parler de l'esprit dans la montagne. Les gens, quand ils rentrent, et moi-même, quand j'allais marcher dans la montagne, on faisait une offrande à la terre. Et j'aime ce rapport à l'environnement et au paysage spirituel et poétique. Donc là, c'est la troisième pièce, toujours la recherche avec le feutre et le lin. Donc vous voyez, ça passe toujours par différentes formes jusqu'à trouver la forme finale qui pourrait être, j'imagine, la poursuivre, cette pièce, puisque souvent, quand je termine une pièce, je trouve qu'elle est obsolète et j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie même de la reprendre, la modifier et l'amplifier, puisque je continue d'avancer et d'imaginer d'autres choses. Donc, et mon panneau de travail en bois, qui est assez simple, me permet ça, je pourrais très bien imaginer la reclouer sur le bois et la poursuivre. Donc là, il y avait cette idée de draper. Je cherchais souvent, je me dis, dans mon travail, comme c'est un travail très lent, je me dis comment trouver la spontanéité, comment trouver l'aléa d'un tombé, la beauté d'un drapé qu'on retrouve aussi dans la cape de berger. Et là, il y avait cette idée de travailler ce mouvement du tissu. Donc j'ai essayé avec le feutre. Et c'est ce qui me plaît assez dans je suis agréablement surprise avec cette matière de laine transformée en feutre. Ça me permet peut-être de m'approcher de mélanger en tout cas ce travail lent du tissage avec la spontanéité du mouvement. Donc un détail de cette pièce. Et ça, c'est une vue générale de l'exposition, comme vous le disait Sarah, à la Casa Velázquez, Casa Inco, qui regroupe 13 boursiers entre 2023 et 2024. Et l'exposition donc, est visible jusqu'au 9 février au fond de la salle, du couloir, des grands couloirs de la grande bâtisse de la Casa. On voit le travail de Sarah et mes 3 pièces qui sont exposées. Voilà, merci. Merci.
Merci Camille Munier, merci pour ce voyage aussi dans le textile. Avant de rentrer dans les questions, peut-être rappeler, vous l'avez évoqué rapidement, la question du mouton espagnol. Pourquoi avoir fait un partenariat entre le Mobilier National et l'Espagne? En fait, l'Espagne nous a transmis le Mérinos, une belle histoire, parfois avec des résonances un peu plus tristes. Le Mérinos, c'est une race donc née dans la péninsule ibérique qui va faire l'objet d'un véritable espionnage industriel, dont la très très belle exposition, la guerre du mouton aux Archives nationales il y a 2 ans, montrait bien toutes les ambivalences et ça va jusqu'au Rainbow Warrior des années 80 qui ont été coulés et qui a fait que les Français ont coulé. Et la contrepartie, c'est qu'on a octroyé aux Australiens et à la Nouvelle-Zélande la capacité à nous vendre du Mérinos, qui a détruit et fait couler des dizaines et des dizaines d'éleveurs en France dans les années 80-90. Voilà, c'était un des enjeux de la guerre du mouton, le Mérinos. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on a fait un partenariat entre le Mobilier National, qui utilise de la laine depuis le XVIIe siècle, qui pose des problèmes de l'origine de notre laine. On l'a posé dès les années 2013 avec Pascal Gautran, moi en tout cas. J'étais un des premiers dans cette maison à se dire mais notre laine, elle vient d'où? En 2012-2013, personne ne se l'a posé. Voilà, c'était une question qui est intéressante à se poser. Et l'autre aspect, vous parliez très justement de la norme européenne, du déchet, même de la laine. En fait, quelque part, on est tous coupables, puisqu'on a considéré le mouton que pour ces 2 valeurs, la viande et le lait. En effet, dans les années 60, 50, 60, 70, on s'est tous habillés de synthétique, puisque c'était moins cher, parce que c'était délocalisé et autres, et nous avons abandonné les origines naturelles de nos habits, ou du moins des origines naturelles à bas coût. Toujours le même problème. Et en fait, c'est pour ça que petit à petit, nous avons en France transformé nos races pour leur faire des poils de plus en plus courts, pour que ça pèse moins dans le budget d'un éleveur, la coupe, puisqu'aujourd'hui, la coupe d'un mouton coûte entre 1,50 € et 2,50 € à perte, puisque la laine n'est pas valorisable. Donc en fait, c'est une question extrêmement passionnante sur notre propre reflet de notre... Moi, j'accuse personne parce qu'on est tous coupables, hein, si je puis dire, sur notre manière, notre rapport aux matériaux. Et c'est pour ça que vos 2 interventions sont passionnantes, parce qu'elles reposent non seulement le statut de l'art et de l'œuvre, de la création, mais aussi le statut de la matérialité, qui étaient des questions essentielles jusqu'à l'ère industrielle qu'on a gommée et aujourd'hui qu'on réinterroge. Voilà, je vais arrêter de parler, mais c'était juste en complément de ces questions qui sont très intéressantes et surtout qui mettent une perspective longue sur ces partenariats que l'on a mis en place et pour lesquels vous avez pu bénéficier de résidences. Je m'arrête. Y a-t-il des questions? Micro? J'ai encore une question. Mais du coup, Camille, vous faites des œuvres très abstraites et qui sont très touchantes, très sensibles. Comment vous vous assurez de la bonne réception du message qu'il y a dans vos œuvres autour de justement la transhumance? Est-ce que ça vous importe qu'on comprenne qu'il s'agit de cette trace des bergers, ou est-ce que finalement c'est libre d'interprétation pour celui qui va voir l'œuvre? Merci pour votre question. L'œuvre, une fois qu'elle est terminée, enfin en tout cas quand je l'expose, le spectateur est complètement libre en fait. Donc l'histoire est importante pour moi. J'ai mise... pour moi, cette œuvre raconte l'histoire que moi je me suis racontée, mais c'est hyper intéressant aussi de voir quelle histoire va projeter le spectateur dans ma pièce. Donc si la personne ne perçoit pas l'idée de la transhumance, du sentier, de la cape, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas... Non, au contraire, en fait, je suis curieuse de savoir ce que la personne lit dans mes pièces. Voilà. Après, je suis aussi très heureuse de
dialoguer et d'expliquer moi mon cheminement, mais après elle m'appartient plus en fait. Elle évolue quoi, elle vit sa vie, elle voyage. Voilà. Merci beaucoup. À ce propos, votre intervention me faisait penser, je ne sais plus si j'en ai parlé dans une rencontre précédente, je vous recommande l'exposition qui est au musée Rodin sur la sculpture de Balzac, le processus de création de Rodin autour du monument qui a posé plein de problèmes esthétiques, éthiques, politiques. Et justement, c'est à un moment donné, Rodin va chercher l'enveloppe pour définir le corps d'un écrivain. Et ça, c'est très intéressant. Et il va d'ailleurs imbiber une robe de chambre, puisque Balzac était quelqu'un qui travaillait en robe de chambre. Il va l'imbiber de plâtre et on voit cet objet qui est l'enveloppe de l'écrivain. Et ça renvoie à toute une esthétique, à une éthique de l'enveloppe qui vous intéresse, donc du coup du drapé, qui remonte à la nuit des temps, qui remonte à la sculpture grecque et aux ornements sculpturaux des colonnes. Donc en fait, la question de l'enveloppe est une question passionnante parce qu'elle est le lien entre un intérieur et un extérieur. La cape, ce qui entoure, permet d'une définition d'une non-présence du présent. Voilà. Et en même temps, elle parle aussi d'une identité, puisqu'on projette des choses par nos vêtements. Donc c'est un élément très, très important pour se définir. Et dans les cultures, notamment au Pérou, je parle de cette culture parce que je la connais un peu, le vêtement signifie, en fait, apporte des informations sur la personne qui les porte. Par exemple, le nombre de jupons pour les femmes indique si elle est mariée, célibataire. Les tresses, par exemple, avec les pompons, nous donnent des informations. Le chapeau, pareil. Donc, c'est un élément narratif, en fait, qui a une dimension narrative. Ouais. C'est un élément essentiel dans la peinture religieuse du XVIe et XVIIe siècle, en fait. Les scènes religieuses sont toujours les mêmes. Et en fait, le caractère distinctif des peintres va se retrouver souvent sur l'anatomie, la carnation, la capacité à transcrire dans la peinture la profondeur des carnations, et sur les habits, sur les textiles, les étoffes. Souvent avec des inventions d'étoffes. On ne se rend pas compte des soyeux, ou même des effets de laine. Et en fait, souvent, il ne faut pas regarder ces tableaux comme... On peut le regarder comme tableau religieux, si on a la foi, mais surtout voir la démonstration que l'enveloppe a un caractère réel ou métaphysique. Et ça, et quand on regarde ces tableaux de cette manière, on voit des imaginaires qui sont complètement fous. Voilà. Pardon, question, s'il y en a. Pas de questions. Et donc, quelles sont les prochaines étapes de cette recherche d'enveloppe ? Les prochaines étapes, vous avez parlé, je vous ai parlé, et après vous avez rebondi sur la question de la laine aujourd'hui, qui a été complètement mise de côté par l'arrivée du synthétique. Moi, cette dimension politique m'intéresse, et j'aimerais en fait continuer les recherches dans cette direction. Je ne sais pas si je dois le dire, j'ai postulé pour l'année prochaine la Casa Velasquez pour 1 an, pour justement continuer sur cette thématique de la laine dans une nouvelle vision, une nouvelle manière de l'aborder, et en allant un peu plus vers la sculpture. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. La question du politique, il y a toujours aux Archives nationales, il y a l'exposition Made in France du textile, qui est très très intéressante, et sous l'aspect beaucoup plus quantitatif, parce que vous citiez l'ENAMAC qui fait un travail fantastique du côté d'Aubusson, mais il y a aussi le collectif Tricolore, Pascal Gautran, qui lui aussi, alors c'est pas les mêmes perspectives, tous les deux visent à se poser la question de la laine, mais en fait la question, et c'est au cœur de nos démarches au sein du Mouvement national, le laboratoire des pratiques durables, c'est poser la matérialité. En fait,
dans nos démarches, c'est aller encore plus en amont. C'est-à-dire que toute la démarche créatrice, elle a été, entre guillemets, en aval, surtout au XXe siècle, c'est se poser la matérialité. En fait, elle ne se posait plus, puisqu'on avait perdu le sens de la matérialité. Mais quand on lit tous les écrits de Cellini jusqu'à Picasso, en fait, c'est un combat contre la matière qu'il mène. C'est pas un combat pas tellement des formes ou de l'intentionnalité, il y a de ça, mais c'est d'abord un combat contre une immatérialité. C'est comment on donne forme à de l'informe, du bronze, du marbre, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans toute la question de la matérialité, c'est revenir à une essence même d'une culture qui est sur le réel, en fait. Voilà, en décidant ce soir, je parle trop. Y a-t-il des questions? Dernière pour la route? Non? Bon, en tout cas, merci infiniment à toutes les deux. Je vous souhaite beaucoup de soleil, de retourner vers le soleil le plus tôt possible. Et puis vers nos amis les moutons, nos amis les bêtes, qu'on aime beaucoup, en tout cas au Monument National, ça, elles nous sont très chères. Et on essaye d'en prendre soin au maximum. Merci beaucoup et puis bonne soirée.